Bienvenue au Grand Action. Je suis Isabelle Gibalardi, la directrice. Et mesdames, messieurs, je suis absolument ravie de vous accueillir, toujours aussi nombreux, pour cette nouvelle séance du Ciné-Club Univers Convergent. Univers... Oui, absolument. Il y a des fans d'Univers Convergent dans la salle, c'est formidable. Univers Convergent est le ciné-club créé par l'Institut Henri Poincaré et je suis évidemment ravie d'accueillir Jean-Philippe Uzan, directeur adjoint de l'IHP et programmateur de notre ciné-club. Bienvenue, tu es ici chez toi, mais je ne me lasse jamais de te dire bienvenue. Bonsoir. Jean-Philippe est un immense cinéphile, un immense amateur de fantastique, de science-fiction. Et là, tu nous as concocté quelque chose de merveilleux, une nouvelle adaptation du mythe de Frankenstein, la plus récente, 1994, et certainement la plus fidèle au roman de Mary Shelley. Voilà, donc ça faisait plusieurs années qu'on en parlait. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'au départ, alors c'est pas tout à fait, c'est un peu différent par rapport aux séances précédentes, parce que là on va parler de médecine, d'éthique, de choses qui sont un petit peu en dehors de nos compétences habituelles. Mais je pense qu'on en avait envie avec Quentin de faire ce Frankenstein. On a beaucoup hésité sur la version. Est-ce qu'on donnait le vieux avec Boris Karloff ou celui-ci? Et bon, c'est vrai que Quentin m'a convaincu que c'était le plus fidèle. Donc voilà, on s'est lancé là-dedans. Et j'espère que, donc, pour parler en fait de ce film, comme d'habitude, on a trois invités que je vais peut-être rapidement vous présenter, puis ensuite on regardera le film et puis on développera tout ça comme d'habitude après. Donc on a trois invités. Tout d'abord Christian Hervé. Peut-être que tu te lèves, oui, comme ça. Voilà. Qu'on vous voit, voilà. Comme ça, vous savez, c'est Christian Hervé, qui est professeur de médecine légale et droit de la santé. Ensuite, on a le professeur Christian Latrémouille. Alors, vous avez sûrement entendu parler de lui, puisque le 18 décembre 2013, il a été le premier à effectuer un implant d'un cœur artificiel. Et donc, pour repousser un petit peu plus ces limites entre le vivant et le non-vivant, donc on pourra discuter de ça avec lui. Et il est professeur en chirurgie cardiaque et anatomie clinique de l'Université Paris 5, et il exerce à l'hôpital Pompidou à Paris. Et pour compléter notre trio, nous avons Claude Huriet. Alors, Claude Huriet est professeur de médecine, il est sénateur, il a été le président de l'Institut Curie, il est aussi membre du Comité consultatif national d'éthique et membre aussi du Comité international de bioéthique de l'UNESCO. Et il a une loi de bioéthique et d'éthique médicale qui porte son nom, donc il nous parlera probablement tout à l'heure, en quelques mots. Donc vous voyez, l'idée, c'est vraiment à partir de ce film, qui tente finalement de recréer la vie à partir de la mort, de se poser des questions qui sont des questions d'éthique. On a pas mal parlé d'éthique déjà avec Gattaca il y a 2 ans. Et en fait, c'est une question qui, en science, pour nous, est toujours très très importante, de savoir est-ce qu'on fait de la science, est-ce qu'on fait des choses parce qu'on est capable de les faire, ou est-ce qu'on doit se poser des limites à ce que l'on fait. Vous avez bien sûr entendu parler du principe de précaution, c'est des débats qui sont récurrents dans la presse. Et bien, faire de la science, il faut aussi avoir une réflexion éthique. Et là, dans le cas de la médecine, c'est peut-être encore plus parlant que d'habitude, et j'espère qu'on va nous éclairer un petit peu sur toutes ces questions tout à l'heure. Le débat s'annonce absolument passionnant. Voilà, et bien maintenant, on va s'arrêter, et n'ayez pas trop peur. Et alors, un petit mot pour remercier Quentin, oui, que tu as cité à de nombreuses reprises, et qui officie, Quentin et Marie, Marion. Et Marion. Oui, c'est Quentin, il faut quand même l'applaudir, parce que c'est quand même beaucoup grâce à lui que ça fonctionne. Ouais, absolument. Excellente projection. Voilà, bon film, et à tout de suite.
Donc juste avant de commencer, je pense que je ne sais pas à quel point vous connaissez Frankenstein, si vous avez lu le livre ou tout ça. C'est quand même assez... là, je place plutôt en temps... je suis 0 en médecine, même plus que 0. Mais il y a quand même beaucoup de physique dans ce film au départ. Et je pense que, juste pour une toute petite remise en contexte, avant de faire parler des spécialistes de médecine et d'éthique médicale, au mois de juin 1816... Donc Marie Shelley rejoint Byron qui est dans cette villa Diodati sur le bord du lac de Genève. Il est avec un ami médecin, ils sont toute une bande de romantiques. Ils s'enferment et l'année 1816 c'est une année assez extraordinaire, assez remarquable parce qu'il y a eu l'explosion d'un volcan en Indonésie qui a fait environ 100 000 morts et c'est l'été 1816 est un été très pluvieux et chargé d'orages quasiment tous les jours. Donc on voit tout de suite l'ambiance de ce film et ils se sont enfermés dans cette maison au bord du lac de Genève pour se raconter des histoires, à se faire peur. Et c'est à cette occasion donc, que Marie Shelley va avoir l'idée de ce Frankenstein qui sera publié en 1818. Donc ça, c'est sur la partie création du mythe et de l'œuvre Frankenstein. Et comme vous l'avez vu, l'électricité est tout à fait présente dans ce film. Alors on est 1816, on commence à découvrir l'électricité, les phénomènes électromagnétiques, électrostatique. Maxwell va arriver un petit peu plus tard, 1830 à peu près. Et donc on commence à maîtriser cette force. Et là, je le dis un peu à nos amis professeurs de médecine, c'est que une des réflexions que ça m'a fait, c'est que quand même, il y a une sorte de questionnement sur l'origine, sur l'essence de la vie, l'essence vitale. Et on voit que là, il le place dans l'électricité. Ça m'a fait penser aussi à cette histoire de phlogistique. Et je me suis dit, finalement, plus tard, quand on va découvrir l'énergie nucléaire, il y a plein de films où on se dit on va trouver l'essence de la vie dans l'énergie nucléaire. On peut penser, je sais pas, à Atomic Man ou Hulk, par exemple. Et puis aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Eh bien, c'est toujours autour du lac de Genève. En fait, il est assez maudit, ce lac, à Lausanne, puisqu'il y a le PFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où on essaye de faire le Human Brain Project, c'est-à-dire avec des ordinateurs, de faire un cerveau, trouver l'origine de la conscience. Donc peut-être est-ce que ça vous inspire et peut-être, je ne sais pas qui veut commencer de vous trois, peut-être pour nous parler un petit peu de cette représentation de la médecine et des questions qui sont posées, parce qu'il y a quand même 3 médecins qui s'expriment dans l'éducation de la médecine et puis des limites que ça peut avoir, peut-être Christian Latrémouille. Merci, je ne sais pas très bien comment commencer. Il y a quand même beaucoup de sujets qui sont abordés. Il y a le refus de la mort. Oh, Mother, you should never have died. No one need ever die. I will stop this. I will stop this. Derrière, il y a l'esprit génial aussi des chercheurs au sens très large, pas chercheurs scientifiques exclusivement, mais je pense des chercheurs qui cherchent à tout expliquer. L'homme essaye de maîtriser aussi, heureusement, il n'y arrive pas, quand même. Et là, il y a des oppositions de différents mondes. Vous parliez de la physique. Et il m'arrive de temps en temps d'aller faire donner soit des cours, soit des exposés dans des écoles d'ingénieurs. Et il m'arrive encore plus souvent de faire des exposés ou des cours à des étudiants en médecine. Et je leur dis toujours qu'il y a une grande différence. C'est que pour les ingénieurs, il faut expliquer les choses précisément. Et souvent, ils ont des équations et ça doit tomber juste. Et c'est bon ou c'est mauvais. Et si ça ne marche pas, il y a une raison parce qu'on a créé quelque chose. Et en médecine, je dis toujours aux étudiants en médecine, vous n'êtes pas des ingénieurs. Il y a une différence, une approximation, ce que les ingénieurs n'aiment pas beaucoup, ce que les médecins aiment pas mal. Et l'approximation pour un ingénieur, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais ça va être un delta, ça dépend du monde, mais si on est déjà à 0,23, c'est monstrueux. Et pour les médecins, je dis le delta, il est à 20%, quoi. Alors, on est à la jonction de 2 mondes. Mais c'est la réalité des choses quand même. Et quand on dit que quelque chose est difficile, c'est qu'en général, on ne le connaît pas, on ne sait pas l'expliquer. C'est le problème encore de la neurologie actuellement, qui reste, même si c'est une science qui avance beaucoup, elle est encore mystérieuse. On dit que c'est difficile parce qu'on ne connaît pas. On n'a pas les principes, on n'a pas le guide, le fil directeur.
Donc ça c'est important. On a aussi quelque chose de très important là, dans cette violence quand même. C'est la méthode expérimentale, que la méthode est reproductible. Donc c'est quand même c'est quelque chose à 20% près, oui, exactement. Mais la méthode est reproductible quand même. Et quand on voit ce docteur Frankenstein, on pense quand même à un certain nombre de chercheurs qu'on connaît tous. Il y en a dans toutes les unités, INSERM, CNRS. Il y a des gars qui ont des tas d'idées et qui vont loin, 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 loin. Mais c'est quand même grâce à eux qu'on est là ce soir, à tout point de vue. Au point de vue technique, l'environnement, au point de vue médical. Dear Diary, why does no one understand me? P.S. I am not mad. You. Explain yourself. Professor, I'm sorry. Listen, I came here to learn all about the new science, about galvanism, Franklin's experiments, the combination of modern disciplines with ancient knowledge in an attempt to protect and create... To create what? So we can change things. We can make things better. Now, you know that. We are on the verge of undreamt of discoveries if we only have the courage to ask the right questions. Now, you must help me. Please. Alors, si on revient d'un petit peu plus près maintenant sur les choses plus récentes, le remplacement d'un organe, cette fois complètement par une machine, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'on se pose pas tellement les questions encore du remplacement d'un organe par une machine parce que pour l'instant, la survie n'est pas très longue. Et on fait moins bien que le remplacement d'un organe par un autre organe, sur la transplantation par exemple, où on arrive à avoir des survies, mais qui sont toutes petites à l'échelle de l'humanité. La survie des transplantés cardiaques, c'est 12-13 ans en moyenne. En moyenne. Donc, mais je pense que ça pose le problème du progrès, de l'innovation, etc. Il ne faut pas la freiner, il faut la contenir peut-être à un moment donné, mais on a vu aussi les interdits religieux. On se souvient dans l'histoire de la médecine de tous ces médecins qui allaient déterrer des cadavres au moment de l'Inquisition et dont beaucoup ont été brûlés vifs sur le bûcher pour des raisons religieuses ou politiques. Le terme ne devait pas être très loin à l'époque. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Et puis après, au-delà, on peut aller encore plus loin. Après, c'est effectivement les organes artificiels qui donnent un peu une nouvelle définition de la vie et de la mort. Mais là, le sénateur Caillavet saura sans doute nous éclairer dans ce sens-là, puisqu'on a eu des modifications de la définition de la mort, notamment après la loi de 1976, les prélèvements d'organes, la mort encéphalique, qui n'était plus l'arrêt de la circulation sanguine, mais qui était l'arrêt d'une activité cérébrale, ce qui a permis le don d'organes, les prélèvements d'organes, le développement des programmes de transplantation. Et puis maintenant, on arrive sur un nouveau siècle, un nouveau millénaire, et on bénéficie des technologies actuelles. Et le problème, c'est que je pense vraiment du fond du cœur, et je connais, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère. Le numérique arrive, et c'est ce que je dis aux étudiants, on a besoin d'eux. Tous les étudiants qui arrivent, qui se lancent, qui font des masters, des doctorats, c'est eux qui vont pousser tout ça, et on n'est qu'au début de ça. Donc, je crois que c'est un très beau film et qui a bien posé des problèmes, c'est très bien choisi et je pense que ça peut alimenter très profondément un débat entre nous. Merci. Peut-être, Claude Durier, je vais rebondir sur ce que disait Christian Latrémouille. On a ces trois attitudes. Finalement, on a ce prof là, Ingolstadt, qui dit finalement il y a des questions qu'on ne doit pas poser. Il y a ce chercheur un petit peu au banc de sa communauté qui a fait des expériences, qui s'est arrêté à temps. Et puis il y a Frankenstein qui va jusqu'au bout. Oui, c'est un film qui est beau d'abord et qui est tellement émouvant, bouleversant, y compris dans les scènes sanglantes, mais pas seulement, que pour mon premier propos, pour me réserver une suite, si vous m'y autorisez, je voulais partir de la remarque qui annonçait le programme et le film sous forme interrogative. L'éthique est-elle la seule limite à la recherche scientifique ? Alors, j'allais dire, c'est une question tellement facile à laquelle je réponds non.
Mais je ne vais quand même pas vous laisser sur votre faim, parce que dans le film, il y a des interrogations éthiques et il y a des prises de position éthiques. Et le personnage le plus sympathique pour moi, c'est le monstre. C'est celui qui est le plus humain, y compris dans son attitude et dans ses révoltes. Il y a même des moments quand c'est le génie de la forêt, je me suis dit, mais enfin c'est un bois scout. Il a fait sa BA. Ça peut vous paraître là un peu ridicule, mais il y avait quelque chose, une sorte de bonté et d'acte gratuit de cet homme qui se trouve finalement isolé, perdu, rejeté, et qui garde tout de même une certaine bonté en lui-même, bien sûr à laquelle qui abandonnera du fait de ce rejet dont il est l'objet. Et puis surtout, au-delà de l'attitude de cet homme, de certains regards, il y a également quelques propos qu'il a tenus, et entre autres contre son père, son créateur. Il ne m'a jamais donné de nom. Who are you? He never gave me a name. Why do you weep? He was my father. Ce qui le fait souffrir d'abord, c'est que ce père, d'abord, il dit également, il n'a pas réfléchi avant d'agir. Alors je crois qu'avec ces deux réflexions, on retrouve là des éléments qu'on retrouve d'ailleurs dans tous des questionnements éthiques. Mais l'éthique n'aboutit pas du tout à donner des réponses à des questions aussi difficiles. L'éthique, on s'interroge, et on s'interroge sur le sens, et on voit quel est finalement ou le moindre mal ou le meilleur profit. Donc on ne peut pas attendre d'une réflexion éthique, même dans les conditions les plus exigeantes, une réponse à des questions quelles qu'elles soient. Dernier point sur ma première réflexion, il y a aussi une actualité du film. Parce qu'au fond, il y a, à l'instant on vient de le dire, ce rejet, ce refus de la fatalité. Refus de la fatalité, d'ailleurs, quand Miss Shirley a perdu ses petits bébés, elle-même, d'après ce qu'on peut apprendre, n'était pas résignée. Et on raconte quelque part dans un texte que j'ai lu qu'elle avait frictionné son bébé pour essayer de le réanimer. Donc c'est une sorte de refus, de rejet de la fatalité. Et dans notre société moderne, où on croit beaucoup, on espère tellement dans l'innovation et dans le progrès des sciences, qu'on alimente une sorte de rejet de la fatalité, de la maladie et de la mort. Et je crois que c'est un des problèmes actuels, puisque par rapport au film, certains envisagent peut-être d'aller trop loin, mais j'ignore ce que c'est que trop loin, quelle est la limite. Once and for all, Frankenstein. Life is life, death is death. These things are real. They are absolute. That is rubbish, and you know it. That premise has been repeatedly challenged by members of your own staff. Yes, you, sir. We don't know where life ends or death begins. Hair continues to grow after what we choose to call death. So do fingernails. We know that a man's brain may die, but that his heart and lungs may continue to pump and breathe. Now you know that. Mr. Frankenstein of Geneva, I warn you, what you are suggesting is not only illegal, it is immoral. Rubbish! L'exemple que je prendrai, puisque le terme lui-même est très parlant, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, vous en avez entendu parler, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais c'est précisément cette démarche qui est une démarche à la fois de crainte et d'ambition de l'homme, dans sa toute-puissance, et qui consiste à dire reculons l'âge de la mort, allongeons la vie. Certains, y compris d'ailleurs certaines références françaises, disent que celui qui sera capable de vivre 300 ans, on lui prête même 1000 ans, il est sans doute déjà né. Bon, alors c'est, je pense, une boutade, mais certains l'espèrent.
Donc voilà ce que je voulais dire. Premièrement, ce n'est pas l'éthique qui peut apporter des réponses à des questions, à des situations pareilles, mais l'éthique peut inspirer un certain nombre de personnages, y compris parmi ceux dont l'abord donne à penser qu'il y a quelque chose de bestial dans cet homme. Et cet homme qui a quelque chose de bestial, il se trouve que pour moi, c'est celui qui apporte un peu d'humanité dans un film par ailleurs très tragique. I'm glad you finally came in. A man shouldn't have to hide in the shadows. Better that way for me. Why? People are afraid. Except you. It can't be as bad as that. Worse. I can see you with my hands. If you trust me. Alors, Christian Hervé. C'est un drame d'avoir Claude Hurier qui vous parle avant. C'est un drame parce qu'il y a une semaine, on se retrouvait, il avait dit « Je ne dirai pas ce que je pense parce qu'il serait capable de me le prendre ». Et en fait, il me l'a pris, lui, voyez-vous. Je pense que ce film est une ode, c'est ce que j'ai dit, une ode à l'altérité de l'autre. C'est une ode à la différence. Et je m'explique très rapidement. C'est-à-dire que ce que l'on peut voir dans cette réflexion qui nous est proposée, parce qu'on le sent bien, d'ailleurs, à un moment, il est dit « il n'y a pas le bien, il y a le mal », vers la fin, comme conclusion. Donc c'est, en définitive, le problème de l'isolement, de la différence que peut avoir l'autre, du rejet que les autres, du besoin d'avoir. Il dit bien, d'ailleurs, cet affreux homme qui peut faire peur, il dit à un moment, il suffit que j'en aime un et j'aimerai tous les autres. C'est super, c'est du Paul Ricoeur. C'est du Paul Ricoeur. C'est la vie bonne, c'est avec et pour les autres dans des institutions justes. Avec et pour les... C'est pas pour soi. La vie bonne, c'est pas pour soi. C'est avec et pour les autres dans des institutions justes. C'est-à-dire, c'est parce que j'aime l'autre, c'est parce que j'aime les autres que je vais me regrouper avec eux et que je vais les aimer. Alors, c'est pour cette raison que je trouve qu'il y a, par rapport une ode à l'altérité, contre la stigmatisation de tout ce qu'on a peur. Regardez un moment où il a sauvé, en définitive, la famille, rappelez-vous. Il a tué, bien sûr, ceux qui venaient chercher cette location, ce louage. Il l'a tué, mais bon, d'accord, mais la vie, elle est du bien et du mal. Et en fait, arrive la famille, et la famille croit en définitive que c'est lui et le met à la porte. Alors qu'en définitive, il a pactisé avec celui qui ne le voit pas, donc qui ne le différencie pas, qui ne voit que son humanité. Voilà un tout petit peu, donc une ode. Alors par rapport à ce qui a été dit, est-ce que l'éthique peut éventuellement nous guider? La réponse est non. Comme toi. Elle est non, pourquoi? Dans les cours que je donne à Paris 5, je dis la réflexion éthique, alors ça c'est pour toi. L'éthique, je dis, c'est la réflexion des professionnels par eux-mêmes, c'est l'évaluation des professionnels par eux-mêmes de la légitimité de leurs actes et des conséquences qu'ils infligent non seulement aux patients, mais aussi par rapport à la société qui accepte ou qui n'accepte pas tel ou tel acte. Et ceci est tout à fait différent d'un auteur que vous connaissez tous, qui s'appelle, sinon vous allez le connaître, je vais vous le présenter, il s'appelle Hans Jonas. Hans Jonas est un élève de Heidegger
qui a travaillé et a fait un livre super sur le principe responsabilité dans une société technologique, et qui bien sûr est par rapport. Et il donne une drôle de définition à la recherche, parce que là on est aussi en train de juger est-ce qu'il aurait dû faire, est-ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et ce qu'il dit est au début de ce qu'on appelle maintenant le principe de précaution. Souvent on accepte les principes qui nous viennent comme ça, on va jusqu'à les mettre dans la Constitution sans savoir exactement d'où ils proviennent. Eh bien, il provient tout simplement de ce Anjonas qui disait « Lorsqu'un chercheur n'est pas sûr des conséquences d'une recherche, en particulier, bien sûr, négative, et tout particulièrement sur les générations futures, eh bien, il ne doit pas commencer la recherche. » Or, à chaque fois que vous commencez une recherche, vous ne savez pas du tout quelles vont être les conséquences positives et négatives. Il y a encore 3 semaines, 1 mois, dans un essai clinique, eh bien, il y a des personnes qui sont mortes. Alors théoriquement, alors que tout était administrativement plus ou moins bien fait, un comité d'éthique avait donné son avis, eh bien, les personnes sont mortes. Donc, tout ceci pour dire que ces peurs qui nous empêcheraient de faire quelque chose ne sont peut-être pas... La peur n'est pas la meilleure des conseillères. Je pense que la raison est beaucoup mieux. Et là, la réflexion qui est celle de la raison, qui est celle justement d'équilibrer. Le sénateur Hurier a fait une loi sur la recherche où il y a, comment dire, des réflexions sur la responsabilité, quelle responsabilité je prends vis-à-vis du patient, vis-à-vis de la société, par rapport à un geste que je vais être amené pour une recherche de connaissances, mais qui ne doit pas oublier la protection des personnes. C'est comme ça que je résume très rapidement votre loi, excusez-moi, Monsieur Hurier, bien sûr, et qui rajoute en définitive tout ce que nous avons appris sur les agissements nazis qui avaient discriminé les personnes en fonction de leur ethnie, de leur religion, en fonction du fait qu'ils étaient plus ou moins viables ou utiles dans une société, qu'ils étaient handicapés, qu'ils étaient... Et tous ces éléments discriminatoires, en quelque sorte, leur avaient permis de choisir des sujets d'expérience pour aller plus loin dans ce que la science pouvait éventuellement leur donner. Eh bien, nous avons recueilli en quelque sorte la sagesse qui se retrouve dans cette loi, qui demande à ce qu'il y ait des comités de protection des personnes, qui, à chaque fois qu'il y a un projet, que ce projet de recherche soit déjà formulé, qu'on sache qui en prend la responsabilité, y compris financière, y compris assurantielle, en fonction de tous ces éléments-là, comment les personnes sont capables ou non de donner un consentement, chose qui est extraordinairement difficile à dire qu'un consentement est libre, éclairé et express, mais il n'empêche que cette formulation demande à ce qu'il y ait une attention particulière et surtout de passer devant des comités de pairs, mais pas simplement des comités de pairs, des comités dans lesquels il y a même des représentants de la société civile, c'est-à-dire qui expriment ce que la société, certains d'entre vous pourriez en faire partie, eh bien, comment dans la société accepte ou n'accepte pas telle ou telle postulation d'un chercheur, d'une équipe. Et donc, c'est une véritable éthique de la discussion. C'est-à-dire qu'on est passé en définitive, on peut dire, au chercheur qui pouvait apparaître comme un chercheur fou, un chercheur qui expose en équipe bien souvent, car les recherches se font maintenant en équipe et puis tout seul, eh bien, qui expose leur projet vis-à-vis d'une collégialité, vis-à-vis des représentants de la société civile. Je dirais que tous ces éléments me confortent totalement, et pour en avoir été pendant 15 ans président d'un tel comité de protection des personnes, je dois vous dire, je n'ai jamais rencontré de chercheurs fous. Christian ? Non, petit, pour
relancer avec deux petites questions. Alors d'abord, première remarque, c'est qu'avant de venir ici, j'étais dans un événement organisé par, ça s'appelle G9+, organisé par Dassault Systèmes et d'autres, et le thème c'était médecine 4.0. Et on a parlé de médecine et digital. J'ai fait une sorte de revue sur méthodes mathématiques en médecine, côté statistique, côté équation dérivée partielle, équation différentielle, tout ça. Et il y avait un collègue distingué, membre de l'Académie des technologies, après, qui me dit « Oui, pour les questions expérimentation et tout ça, à un moment, on va faire un monstre ou deux. » Et c'est ça qui arrêtera les errements, mais il faudra un monstre ou deux. Alors je dis, là justement, je vais dans un débat où ce film, c'est Frankenstein. Il dit, c'est exactement ça. Alors, question pour vous, chers collègues, qu'est-ce que ça pourrait être un monstre ? Qu'est-ce qui pourrait être un équivalent de monstre de Frankenstein ? Est-ce qu'il va y avoir une expérience transhumaniste qui va disjoncter ? Est-ce qu'il va y avoir un machin ? Je ne sais pas, à vous l'imagination. Ça, c'est ma première question. Et puis, deuxième question, dans le film, il y a cette maxime qu'on aime bien, « knowledge is power », sauf que c'est augmenté, c'est « knowledge is power only through God ». Quand on voit ça dans le film, on se dit, c'est une variante de science sans conscience, n'est que ruine de l'âme, sauf que science sans conscience, il datait d'avant, si je ne dis pas de bêtises. Et quand on dit conscience, il n'y a pas nécessairement de notion divine. Est-ce qu'à l'époque de Marie Shelley, on était passé sur l'idée que c'était Dieu qui était garant de la conscience et de la morale, ou est-ce que c'est juste pour les besoins de la mise en scène ? Comment il faut penser ça ? The foolish and vain force their views by the rod, but knowledge is power only through God. Our motto, easily forgotten by you young men in a hurry. À partir du moment où on considère, et je crois qu'il y a un accord sur ce point, que l'interrogation éthique, le questionnement éthique, d'abord, on ne peut pas répondre tout seul. C'est-à-dire que pour qu'une réflexion éthique soit intéressante et soit une référence, je dirais, dans quel objet dans un instant, il faut qu'il y ait le pluralisme. La pluridisciplinarité dans les comités d'éthique et le pluralisme, c'est-à-dire diversité des convictions, des valeurs, des religions, des engagements politiques, la diversité. Autrement dit, c'est à travers ces échanges, y compris d'ailleurs au plan international, qu'on va pouvoir éclairer une décision. On ne se substitue pas aux décideurs, ce qui pose d'ailleurs la question des relations entre la réflexion éthique et les lois dites d'éthique, parce que le législateur, lui, décide. Donc, la réflexion, le questionnement éthique, c'est, entre autres, s'interroger sur le sens, sur la portée, sur le bénéfice, lorsqu'il s'agit de recherche médicale, et les risques, tels qu'on peut les prévoir. Donc, une fois qu'on a agité tous ces éléments, eh bien, on va rendre un avis. Les instances éthiques, contrairement à ce qu'on croit quelquefois, ne sont pas là pour décider. Et sont pour éclairer les décisions et les choix, y compris d'ailleurs pour les convictions de chacun. Dans un comité d'éthique, on ne va pas voter. Il n'y aurait pas d'ailleurs de règle de la majorité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait pas unanimité. Il ne peut y avoir unanimité dans une instance éthique dans la mesure où les valeurs de chacun a en lui-même, que ces valeurs peuvent être différentes et respectables. Pour avoir unanimité, il faudrait qu'il y en ait qui abandonnent leurs propres valeurs pour pouvoir se rallier aux valeurs des autres, ce qui signifierait d'ailleurs que leurs valeurs au départ étaient quand même un peu fragiles. Voilà, donc si on est d'accord pour la réflexion éthique, j'allais dire que les questions que vient de poser Cédric, elles ne se posent pas en termes éthiques. La réponse, oui, on hésite, on n'a pas de certitude. Par rapport aussi à l'intervention de Christian tout à l'heure, il y a un élément important qui n'a pas évoqué dans la loi de protection des personnes, c'est d'abord une loi de protection. Et c'est une loi qui reconnaît la liberté et la dignité de la personne. C'est-à-dire qu'à travers le consentement, une personne peut très bien, saisie d'une participation à une recherche médicale, elle peut dire non. Elle peut dire oui. Et même quand elle a dit oui, elle peut d'ailleurs à un moment donné dire non. Donc le principe fondamental de la protection, c'est la reconnaissance de l'autonomie de la personne, de sa liberté, et dans des décisions qui sont quelquefois difficiles.
Alors je termine également en disant que ces questions qu'on est en train d'évoquer, elles sont de plus en plus compliquées et de plus en plus importantes, parce que les enjeux sont de plus en plus considérables. Tout ce qui est progrès, maintenant, y compris avec les évolutions des machines, à travers l'apparition des robots, à travers l'apparition des big data, toutes ces interrogations ont des conséquences dans les relations entre l'individu et la recherche et le progrès, avec cette ambiguïté d'ailleurs de l'homme moderne, qui espère beaucoup dans ce qu'il y a de nouveau, mais qui ne veut pas accepter les risques de la nouveauté. Moi, je voudrais juste revenir sur Le Monstre ou deux. Parce que j'y crois pas un instant. Parce qu'en fait, depuis que le monde est monde, on a avancé progressivement. Et je pense que les réflexions qu'on a, et la réflexion qu'on a en ce moment, ce soir, elle n'a de valeur que maintenant, à l'instant T. C'est-à-dire que même l'éthique de maintenant n'est pas l'éthique d'il y a 100 ans, d'il y a 150 ans, et elle n'est pas du tout l'éthique qui sera là dans 100 ans ou dans 150 ans. Ça, c'est une première chose. Donc je pense que de toute manière, certes, il faut avancer avec raison. Vous citiez les nazis, bien sûr, il faut avancer avec raison, il faut protéger les populations, bien entendu. Mais en termes d'avancée scientifique et d'innovation, on dit souvent que quand un chercheur trouve quelque chose, c'est lui qui le trouve, mais si ce n'était pas lui, il y en a un autre. La société est prête pour trouver cette découverte. Elle aurait été trouvée peut-être pas tout de suite, peut-être décalée sous une autre manière, etc., etc., c'est vrai. Mais on a besoin des esprits locomotives qui font avancer ces choses-là. Et on est prêt à suivre ça. Donc l'histoire du monstre, j'y crois pas, parce que je pense qu'à l'arrivée, il y a quand même une certaine sagesse. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, effectivement, les comités de protection des personnes sont essentiels, et bien entendu, dans l'aventure dans laquelle je suis engagé, on a bien sûr, et on est toujours en référence avec ces comités, et on est en référence et en discussion permanente également avec les agences, la NSM actuellement, agence sanitaire, qui est une entité extrêmement importante, et qu'au début, avant de se lancer dans des aventures comme celle-là, on se dit ça va être un frein, ils vont nous interdire ceci, ça. Et on a trouvé des équipes qui ont adhéré au projet et qui ont tout fait pour nous aider, pour avancer, bien sûr dans le respect de la population, puisque c'est leur mission première. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la période n'est pas très facile, parce qu'il y a eu les prothèses PIP, il y a eu l'accident de Rennes, etc., etc. Donc, mais je pense que c'est un garde-fou qui est essentiel et qui est constitué de gens qui accompagnent quand même l'innovation. Et j'ai l'habitude de leur rendre hommage, parce que le travail qu'on a mené avec les équipes de la NSM est un travail qui est fantastique. Donc le monstre ou les deux monstres, j'y crois pas du tout. Alors moi, j'y crois. Non, parce qu'il n'y a rien de plus plat. Vous êtes tous les deux contre. Il faut bien qu'il y en ait un qui soit pour. Moi, j'y crois en définitive aux monstres, parce que, et en plus c'est un problème anthropologique, vous allez comprendre ça beaucoup mieux que beaucoup de gens. Tout le monde croit que c'est l'homme qui fabrique en définitive des techniques et qui donc fait des prothèses, qui en met même à la place du cœur, comme un certain Latrémouille, n'est-ce pas, et Carmat, n'est-ce pas, et ça c'est une illusion pour d'autres qui eux disent c'est pas du tout cela. Et c'est des personnes comme le roi Gourand, je prends son exemple, qui disent mais depuis que l'homme est homme, c'est en définitive l'outil qui lui a permis de faire ce qu'il est devenu. Vous pouvez remarquer que M. Hurier vient de se mettre gentiment, faire un petit exercice. Bien. Alors, comment dire, le roi Gourand, il dit tout simplement, ben c'est le bâton, parce qu'il a fait du feu, parce qu'etc., etc. Donc ce sont les techniques qui nous formeraient dans ce que nous sommes nous-mêmes en tant qu'hommes. Et on peut, dans ce cas-là, avoir peur. Avec le développement de la génétique, avec le développement de l'informatique, se poser donc tout le problème de ce qu'on appelle le transhumanisme. Nous avons fait un petit livre qui s'appelle
vers la fin de l'homme. Et il y avait un psychologue qui est tout à fait intéressant là-dessus, qui avait expliqué que nous n'étions que des formes. Donc le problème, c'est de savoir comment notre forme va plus ou moins évoluer en fonction des différentes technologies. Et d'ailleurs, on en voit d'ailleurs, j'essaye de vous faire peur, je n'y arrive pas encore, il y a une abstraction. Et d'ailleurs, les mathématiciens en sont les premiers responsables. Avant, il y avait de l'humanité. Il n'y a plus d'humanité à cause des mathématiques et de la physique. C'est pas moi qui dis ça, c'est Marc Yuniadi qui le dit, qui est un élève de Habermas, qui est quand même une sommité. Et il dit la deuxième chose, malheureusement, après, c'est la médecine. Et c'est vrai actuellement, puisque vous êtes désormais, par rapport à vos données de santé, totalement, comment dire, avec le big data, et on voit comment, petit à petit, on risque de se désincarner. C'est-à-dire tout ce qui est de la chair. Prenons un exemple, vous avez des examens de laboratoire, vous les lisez, ce ne sont que des éléments mathématiques, physiques, tout ce que l'on veut, biologiques, des résultats. Derrière, il y a des souffrances. Quand on disait tout à l'heure qu'heureusement, tout le monde voudrait continuer à vivre, c'est pas vrai. Regardez les vieilles personnes qui demandent quelquefois à s'en aller, tellement c'est difficile la fin de vie. Parlons réellement de la réalité de toutes ces personnes précaires qui cumulent les différentes maladies. Vous croyez vraiment qu'ils sont dans un monde extraordinaire où la technologie viendrait éventuellement faire en sorte que tous leurs maux disparaissent? Pas du tout, nous n'en sommes pas là. Donc je crois aux monstres, mais pour revenir là-dessus, je suis un tenant de la première vision, c'est-à-dire que je pense que c'est l'homme avec son cerveau, bien sûr, qui contrôle la machine, qui contrôle... mais je crois que ce qui est peut-être important aussi, c'est d'avoir ce jugement, ce supplément d'âme, excusez-moi d'invoquer ça, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler ce qu'on veut, mais on le voit très très bien là encore dans le film. C'est-à-dire comment les personnes, qu'elles soient telles ou telles, se transcendent, comment elles sont capables d'aller au-delà d'une limite. C'est en particulier presque le chirurgien, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Frankenstein, qui, pour son amour comment dire, pour garder sa femme, qui va aller jusqu'à au-delà d'une limite. Et c'est peut-être ça éventuellement qui est peut-être difficile, comment l'homme seul, absolument dans un étau, dans ses mots, comment est-il à un moment est-il capable de perdre raison, d'autant plus s'il est seul? For God's sake, tell me what happened. No point. I know what I have to do. God, no, Victor, you can't do this. I won't let you. She's gone. I love her. What would you do? Leave her in peace. Peace? You call this peace? You think my father wouldn't have done this for my mother? Your father's dead. Then there's nothing left to lose. Et je crois que je reviens sur l'altérité, le conseil des autres, comment se sentir dans une société. Je crois que ces éléments-là m'apparaissent particulièrement importants. Et ce sont des limites que nous avons, que nous devons aussi respecter. Et chacun d'entre nous, nous sommes amenés par nos passions à aller au-delà quelquefois des limites. C'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un ou deux comme ça et qu'on se rende compte que ces recherches n'aboutissent à rien et qu'il faut arrêter? Pourquoi vouloir absolument qu'une personne que l'on construirait, par exemple, serait absolument maléfique? Nous n'avons pas l'expérience. You gave me these emotions, but you didn't tell me how to use them. Now, 2 people are dead because of us. Why? There was something at work in my soul which I do not understand. What of my soul? Do I have one? Or was that a part you left out? Who were these people of which I am comprised?
Good people, bad people. Materials, nothing more. You're wrong. You know I knew how to play this. In which part of me did this knowledge reside? In these hands? In this mind? In this heart? And reading and speaking. Not things learned so much as things remembered. Trace memories in the brain, perhaps. Did you ever consider the consequences of your actions? You gave me life, and then you left me to die. Who am I? You. I don't know. And you think I'm evil. C'est pour cette raison que je crois le système qui a été construit depuis 1988 avec le sénateur Hurguet, le sénateur Seruscla, est particulièrement. Quand on ne sait pas, on expérimente. C'est-à-dire, on a une hypothèse, et à partir de cette hypothèse, on voit en fonction d'une méthode bien claire à quoi on aboutit. Et à partir de ce moment-là, on sait si on continue ou si on ne continue pas. Comment pourrait-on savoir si oui ou non, la conséquence est bonne ou mauvaise? On ne le sait pas, ce ne serait pas de la recherche, sinon on le saurait déjà. Donc ce système qui est un système de réflexion collégiale, prenant en compte l'humanité de chacun, m'apparaît particulièrement important. Non, je pense que nos avis ne sont pas antagonistes. Et je pense que quand on... Mais sans problème. Mais je pense que quand on raisonne sur... tu disais, on part d'une hypothèse, on veut vérifier par la méthode expérimentale qu'il y a une hypothèse. Je crois que le raisonnement, il manque l'étape initiale. Et l'étape initiale, c'est on n'émet pas une hypothèse comme ça. On part d'un problème clinique qui se pose, un problème à résoudre. Et d'un problème à résoudre, on part sur des hypothèses et on cherche à les mettre en place. Et il y a un exemple criant dans les 15 dernières années, ça a été la chirurgie robotisée. Il y a eu un moment en 95-96, les robots médicaux, le Da Vinci, pour ne pas le citer, est arrivé dans le paysage. Et on a dit, il faut l'appliquer à la chirurgie cardiaque, c'est un succès pour l'avenir, c'est l'avenir, il faut absolument y aller. On y a été. On a fait les premières réparations valvulaires mitrales à l'hôpital Broussais en 96, sous l'égide de M. Carpentier. Et très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas fait pour la chirurgie cardiaque. Par contre, parce qu'on ne s'était pas posé le bon problème. On n'était pas parti d'un problème clinique. Il n'y avait pas de problème clinique à résoudre, là. Par contre, les urologues s'en sont emparés. Et là, maintenant, ils l'utilisent de façon extrêmement importante parce qu'eux avaient des problèmes cliniques à résoudre et la technologie a permis de les résoudre. Et en chirurgie cardiaque, on l'a abandonné. Il y a encore quelques érisistimes dans un petit village qui continuent à faire de la chirurgie cardiaque robotisée, mais je ne pense pas que ce soit adapté. Donc il faut vraiment partir de problèmes cliniques réels. Et ça, c'est important, je pense. Dans le cadre du transhumanisme, il n'y a pas de problème clinique. C'est peut-être là justement la différence. Puisque, en fait, c'est simplement d'augmenter les facultés de l'homme en partant sur des qualités génétiques, sur d'autres qualités. Et c'est justement là où le bas peut éventuellement blesser pour les personnes qui seraient pour ou contre le transhumanisme. Alors, je vais profiter de ce moment de silence pour savoir si vous avez des questions. Ouais.
la nature a été capable de créer la vie, l'intelligence. Est-ce qu'il y a des raisons fondamentales pour que la science ne soit pas capable de recréer la même chose? Est-ce que donc la science est capable sera capable un jour de refaire tout ce que la nature a fait? Alors déjà, il y a souvent une expression que j'utilise, et je trouve que c'est très bien, parce que, c'est pas parce que je l'utilise, mais c'est tout simplement quand on nous dit vous faites de la recherche, et puis on va essayer de créer un individu nouveau, ou des organes nouveaux, ou même un cœur artificiel nouveau. Je dis peut-être on essaie de s'approcher, mais avant d'avoir 3 milliards d'années de recherche et de développement pour mettre au point l'homme, je pense qu'on a encore une certaine marge. 30 years ago, the entire concept of vaccine was unheard of, and now we save lives every day. But that isn't the whole answer. What do you mean? That sooner or later, the best way to cheat death will be to create life. Now you've gone too far. There's only one God, Victor. No, leave God out of this. Listen, you love someone, they have a sick heart, wouldn't you give them a healthy one? Impossible. No, it's not impossible. We can do it. We're steps away. And if we can do that, if we can replace one part of a human being, we can replace every part. And if we can do that, we can design a life. We can create a being that will not grow old or sicken, one that will be stronger than us, better than us, one that will be more intelligent than us, more civilized than us. In our lifetime? No. Je crois que ça ne sera pas aussi long. Parce que vous êtes en plein dans ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle. Et qu'il y a un exemple tout récent qui a montré que pour une première fois dans l'histoire du monde, c'est une machine qui l'a emporté sur l'intelligence humaine. Et ça donne vraiment, ça donne à réfléchir. On peut s'en féliciter, s'en réjouir, au contraire, s'interroger dans une réflexion éthique sur les avantages, mais aussi les risques d'une évolution, parce que quand vous ajoutez les progrès en intelligence artificielle et le robot, bien, vous arrivez quand même à un rapprochement qui pose dans des termes très différents les relations entre l'homme et son environnement. Donc il faut non pas avoir la crainte de tout ça, mais une sorte d'aveuglement. Le pire dans le monde dans lequel on vit, c'est d'avoir des espoirs démesurés ou d'avoir des espoirs qui finalement l'emportent sur les interrogations, sur le sens et les limites. Pour moi, c'est vraiment une sorte de triangle dans lequel l'homme doit vraiment se positionner avec les connaissances qu'il peut avoir et ses propres réactions. Juste un commentaire sur ce que tu viens de dire, Claude. Le robot, c'est vrai, bat l'humain au jeu de Go. En revanche, il est incapable d'aller faire ses courses tout bêtement et de rendre la monnaie comme n'importe lequel d'entre nous. Un problème d'intelligence généraliste pour l'instant qui est pas résolu. On sait faire le robot hyper performant. Alors, Go est un problème dont on savait qu'il était hyper difficile, mais ça reste un problème spécialisé. C'est plus facile de faire des spécialistes que des généralistes dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc le robot ne peut pas faire les commissions. Bon, ben, j'en parlerai à mon épouse demain et je te donnerai sa réponse parce qu'elle s'en réjouissait. Juste un autre commentaire. Je pense qu'il y a quand même une notion qui est très importante pour aller essayer de créer un robot intelligent, etc. Il ne faut pas oublier que ce qu'on dit en général, on dit que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Et avant que les machines soient capables de s'adapter à l'environnement comme l'homme ou les animaux ou le monde végétal est capable de s'adapter, de modifier petit à petit ses fonctions, son génome, etc. Cette adaptation, avant que la machine y arrive, là je crois qu'on a encore beaucoup de chemin. Alors moi j'ai une question sur la recherche privée, puisque évidemment là on peut espérer qu'on est dans un monde académique avec des comités d'éthique, etc. Maintenant il y a des entreprises évidemment qui ont leur propre laboratoire de recherche, et comme on le voit dans le film, finalement le docteur Frankenstein s'éloigne du monde académique dans un certain point de vue pour faire ses propres expériences avec ses propres convictions. Et bon, voilà, je voulais avoir votre avis sur cette question.
les procédures mises en place pour encadrer finalement, autoriser ou établir finalement les conditions dans lesquelles un projet de recherche chez l'homme, pour ne pas se disperser, est autorisé, valent quelle que soit la structure, quelle que soit l'origine, quel que soit le promoteur du projet de recherche. Je crois qu'effectivement, la loi, les comités de protection des personnes et les services de l'ANSM sont là pour gérer cela. Le fait qu'il y ait de la recherche dans le privé, c'est quand même une manne financière qui est importante pour faire avancer les choses. Alors, bien sûr, en restant dans la limite éventuellement d'actions de lobbying que vous pouvez avoir en tête, mais c'est un soutien non négligeable à la recherche, cette fois plus académique ou plus publique, qui quelquefois traîne un peu parce qu'il faut des moyens et il faut des richesses pour engendrer ça. Et derrière, il y a aussi des financiers qui savent prendre des risques, alors peut-être pour eux-mêmes, mais qui sont aussi des risques qui sont pris au service de certaines causes. Donc c'est comme toujours, il faut trouver un équilibre. C'est pas blanc, noir. Le public contre le privé, il faut trouver un équilibre, je pense. Je vais me permettre de vous répondre et peut-être de mettre le doigt où ça fait mal. Si vous regardez la télévision en ce moment, on va vous parler des liens d'intérêt, des conflits d'intérêts. Si vous avez un petit peu de mémoire, vous avez des affaires comme le Vioxx, comme le Mediator, qui ont totalement impliqué, y compris les agences dont tu parles. Alors ça nous appelle à beaucoup d'humilité, je pense. Sinon, on va nous taxer d'avoir un discours, je dirais, un peu, comment dire, atténué. Donc je pense que nous avons là, en termes de réflexion d'éthique et de déontologie en tant qu'experts, puisque plus on est expert, plus on est amené à donner des conseils, des avis. Et bien sûr, on fait partie des experts qui sont interrogés par les différentes firmes pharmaceutiques du privé, pour prendre cet exemple. Ça pourrait être d'autres firmes, pas simplement pharmaceutiques, qui sont du privé, qui ont leurs propres intérêts, on peut comprendre. Mais il y a aussi un certain nombre de dépassements de limites, y compris au niveau du service public. Pas simplement au niveau de l'argent. Ça peut être sur la gloire, et là on en arrive en définitive sur les émotions, les passions de tout homme, qui sont premièrement l'argent, le sexe et la gloire. Hein, ça a été expliqué comme... Et là on se retrouve devant des hommes qui peuvent, ou des systèmes qui éventuellement peuvent faillir. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait des évaluations, qu'il y ait des contrôles qui permettent... et la position d'un certain nombre, sans dire que c'est blanc et noir, que c'est obligatoirement gris, je pense que la norme, là, m'apparaît particulièrement importante, c'est-à-dire quelle est la limite difficilement franchissable, à partir de laquelle un lien d'intérêt peut éventuellement être un conflit d'intérêt. Et ça, ces éléments sont des éléments qui se poseront de plus en plus, puisqu'en effet, la recherche se fait autant avec les financements publics comme privés, puisque les financements publics ne suffisent pas, comparé en fait à l'augmentation des recherches. Donc c'est à la vigilance plutôt que j'appellerais autant tous mes collègues, et là une réflexion éthique m'apparaît particulièrement importante. Oui, je cherchais une réponse à la question des 1 ou 2 monstres à relier à un domaine de recherche en biologie. Et bon, j'ai une idée, donc je vous l'ai dit, et je voudrais la partager avec vous en vous demandant ce que vous en pensez. Pour moi, il me semble qu'un monstre serait un clone de moi-même. Et oui, donc je le pense vraiment. Je vous soumets cette idée, qu'en pensez-vous? Ça se voit. Rien que par la question. Ah mais c'est toi qui regardais. C'est toi qui regardais.
Bon, on va prendre une dernière question, puis après, on va... Allez, Nat. Bonsoir. Merci pour la qualité du débat. J'ai une autre question. Tout le long du film, il est question de matériaux. Donc du coup, je m'interroge sur ce sujet-là. Si on parle de la viande aujourd'hui, on parle de minerais. Et puis si on parle de cours international, on parle du droit de l'homme. Enfin bon, comment aujourd'hui on peut garantir l'éthique de l'homme et pas les dérives? Comment on peut éviter que le matériau, comment dire, qu'on ne tienne plus de la vie, mais qu'on déshumanise, quoi. Qu'est-ce qui va nous garantir ça? Et est-ce que aujourd'hui cette question elle est dépassée ou pas, quoi? Et selon les pays, parce que d'un pays à un autre, ça peut changer. S'il y a une éthique dans un continent, l'autre continent peut faire autre chose qui sera pire, quoi. La question se pose dès aujourd'hui. L'éthique n'est pas universelle. L'éthique n'est pas universelle. Je donnerai deux exemples proches concernant la fin de vie et concernant l'utilisation d'embryons et les mères porteuses. Vous avez dans des pays de l'Europe qui sont voisins, vous avez des attitudes éthiques et des lois qui sont différentes, qui autorisent dans un pays ce qui est interdit dans un autre. Et ça veut dire, c'est la nature même des civilisations. Prenons un exemple encore plus précis. La législation allemande, l'éthique, alimentée par les réflexions éthiques dans des comités d'éthique en Allemagne, est beaucoup plus restrictive concernant l'utilisation de l'embryon humain que dans d'autres pays d'Europe. Vous trouvez là une histoire même qui explique cette sensibilité à tout ce qui touche à la personne humaine. Je vous donnerai un autre exemple moins tragique que celui que j'évoque à l'instant, mais tout à fait intéressant. Dans le Comité international de bioéthique, on a discuté, bien sûr, de bioéthique et droits de l'homme. Et dans nos pays, le consentement, qui est un des fondements dans les principes éthiques qui sont généralement reconnus, il y a l'autonomie de la personne. L'autonomie, c'est la liberté de dire oui ou de dire non, c'est-à-dire le consentement. Dans nos pays, le consentement est de préférence et s'exprime par écrit. Or, vous avez des civilisations dans certains pays d'Asie, dans certains secteurs, où la parole est sacrée. Et si vous demandez à une personne son consentement pour participer à une recherche médicale, ça peut arriver. Vous avez deux possibilités suivant les civilisations. Dans certains cas, c'est le village, et c'est le chef de village qui va donner le consentement pour l'ensemble du village ou les personnes, et dans d'autres cas, c'est la famille. Autrement dit, il y a aussi le fait que dans ces pays, la parole est sacrée, et que si vous demandez un consentement par écrit, c'est une sorte de blessure vis-à-vis de votre interlocuteur qui considère que vous vous méfiez de lui. Donc vous voyez, ces quelques exemples montrent que ça n'est pas simple, que c'est hétérogène, mais ce qui me paraît essentiel, c'est que le point de départ de ces divergences correspond à des réflexions profondes sur le sens, pour lesquelles, bien sûr, les références même, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être différentes. Alors, est-ce qu'au cours du temps, on va assister à des évolutions spectaculaires de l'éthique? Je ne crois pas. Parce que ces valeurs profondes sur la liberté de l'homme et sa dignité, j'espère, qu'elles sont pérennes. Ou alors, ça serait vraiment une nouvelle civilisation dans laquelle je préférais ne pas vivre. Moi, je veux juste rebondir là, sur la notion de matériaux. Je ne sais pas si dans votre esprit, vous aviez comme matériaux, par exemple, les transplantations d'organes, ou si vous aviez le fait de prendre, justement, de mettre au point une machine artificielle mécanique, qui est aussi un matériau, mais peu importe. À l'arrivée, la réflexion éthique est toujours la même, mais il y a des réflexions qui sont quand même très poussées. Je me suis occupé pendant presque 20 ans du programme de transplantation, d'abord à Bruxelles, puis à Pompidou. Et le don d'organes et les transplantations d'organes posent des problèmes éthiques, et même plus qu'éthiques. Il y a une approche psychologique, voire psychiatrique quelquefois, dans l'acceptation d'une partie de l'autre, d'un organe qui vient d'un autre.
qui n'est pas forcément un autre identitaire au point de vue communauté, sexe, âge, etc. etc. Et bien souvent, les patients, notamment au point de vue cardiaque, qui sont transplantés, au début tirent le bénéfice du cœur qui fonctionne bien et qui remet tous leurs organes en route. Et bien souvent, il y a un moment, il y a toujours une espèce de décompensation psychologique qui est compréhensible. Et là, pour nous, médecins, on est loin du matériau tel que vous vouliez l'utiliser, parce qu'il y a la prise en compte de la personnalité dans sa globalité. Alors si on bascule sur des machines comme le cœur artificiel par exemple, c'est sûr que les problèmes ne sont plus tout à fait les mêmes. Vous prenez une machine à 8 h du matin, vous l'implantez, voilà. Mais il n'empêche que sur les premiers patients, et pas seulement avec le Carmat, parce que vous savez qu'il y avait d'autres systèmes qui existaient avant, qui n'avaient pas les mêmes données techniques, mais qui existaient quand même, et dont la vie des patients dépendait. Et il y a quand même une dépendance directe à ces machines, surtout qu'actuellement, toutes ces machines ont encore besoin d'avoir un cordon pour apporter la source d'énergie, et il y a des patients qui ne supportaient plus, à un moment donné, d'être reliés à un fil, où cette fois, la vie tenait vraiment à un fil, et il y a des patients qui ont coupé, franchement, les câbles pour arrêter ça. Donc vous voyez, il y a une vraie réflexion, et le matériau, même le matériau mécanique, c'est quand même une part du corps humain et qui entraîne un retentissement important à prendre en compte. Bien, comment passer du matériau à autre chose, c'est-à-dire à l'humain? Eh bien, moi, je répondrais dans cette histoire, ça dépend énormément de la culture. Et un certain nombre de travaux, en particulier de Paul Ricoeur, je le cite encore, à l'UNESCO, où dans un colloque, il regardait tous en fonction des cultures, ce qu'on appelle la temporalité. Et c'est vrai que la structuration des religions qui ont construit, ou des idéologies qui ont construit les différentes cultures, pour l'Occident, ont amené à ce qu'on appelle le progrès, qui d'ailleurs est totalement remis en question par d'autres temporalités qui, elles, sont plutôt dans l'événement du mouvement présent et non pas dans une progressivité d'un début vers une fin avec une vision linéaire, en fait, du temps. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense qu'il y a une certaine idée de l'homme qui est à avoir, et cette idée de l'homme, en définitive, elle nous dépasse. Et le problème est de savoir comment on dépasse, grâce aux utopies, grâce aux idéologies, justement, cette condition de matérialité que nous avons. Et là, on est dans une réflexion qui est purement métaphysique, et il conviendrait que dans l'Occident, nous réfléchissions à ces questions-là, parce qu'elles deviennent presque prééminentes par rapport justement à d'autres civilisations qui ne partagent aucunement ces visions de notre temporalité, de l'apport tout à fait positif du progrès que nous avons et qui sont même capables éventuellement d'essayer de l'anéantir. C'est bon, Cédric, tu veux dire quelque chose pour finir? Juste une petite réflexion pour finir. Si vous croyez à un jour l'avènement de l'intelligence artificielle complète, pourquoi pas, à ce moment, tous les problèmes, imaginez tous les problèmes d'éthique nouveaux que ça fera par rapport aux droits de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser à faire ceci? Est-ce qu'on a le droit de la couper quand elle s'arrête, quand elle ne donne pas satisfaction? Est-ce qu'on a le droit de la cloner, c'est-à-dire la dupliquer? Comment est-ce qu'on a le droit de la faire souffrir? Et ainsi de suite. Et ça vous entraîne dans un océan de pensée vertigineux. Et puis, on va dire, ouais, pour l'instant, c'est de la science-fiction. Ouais, mais pourquoi pas, un jour? Tu vois, tu donnes exactement la bonne transition. Parce qu'en fait, utopie, science-fiction, en fait, comme d'habitude, on va demander à Anaïs, pour finir, de nous présenter 3 ouvrages qui nous permettront de continuer un peu cette réflexion. Et c'est vrai que la science-fiction, ça permet ça aussi, c'est-à-dire d'aller se poser des questions en changeant de lieu, en changeant de temps, par rapport à des questions qui peuvent être parfois des questions éthiques. Donc je te laisse nous présenter tes 3 sélections du mois. Ben, en fait, ça répond aussi à la question 2 ou 3 monstres, c'est quoi? Donc moi, j'en ai 3. Donc je commence par Nexus
de Ramez Naham. Ça fait bizarre parce que je m'entends. Oui, on s'entend. Donc ça se passe aux États-Unis en 2040. Il n'y a plus de possibilité de recherche sur l'être humain. C'est pas possible. Les scientifiques sont fliqués. Il y a une agence gouvernementale qui s'intéresse de très près à tout ce qui pourrait s'intéresser à l'humain côté science. Et dans ce contexte, il y a un groupe d'idéalistes, étudiants, hippies, biologistes, informaticiens qui met au point une drogue qui s'appelle le Nexus 5, qui connecte les cerveaux ensemble. Dans leur idée à eux, c'est émanciper les gens, c'est connecter les pensées, les émotions pour sortir de soi, aller vers l'autre, etc. Sauf que ça peut aussi être utilisé pour laver les cerveaux, ce qu'on leur apprend assez vite quand l'agence gouvernementale en question met la main sur ce truc-là. Un des étudiants qui est biologiste et informaticien se retrouve sujet à un chantage, et s'il veut pas passer le reste de sa vie en prison et pouvoir continuer à faire de la recherche un jour, il doit espionner la spécialiste chinoise du domaine en question autour de Nexus lors d'un séminaire international en Thaïlande. Et en fait, ce livre, c'est un techno-thriller, c'est mené tambour battant avec une énergie dingue, des scènes d'action, des scènes de dialogue au cordeau. Et en même temps, ça pose des questions d'éthique, de politique. C'est hyper pointu et didactique côté technique, informatique. Sur le droit, ça pose de vraies questions. Donc voilà, je vais aller très vite parce qu'il est tard. Donc non, c'était Nexus. Le suivant, c'est Des larmes sous la pluie. Le rapport avec Frankenstein, c'est que là aussi, on est plus du point de vue de la chose. Des larmes sous la pluie, ça se passe dans l'univers de Blade Runner. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on est dans un futur où il y a des androïdes, des techno-humains, des réplicants, des choses qui ressemblent à des humains mais qui n'en sont pas, qui sont des êtres artificiels et qu'il est très difficile de détecter en fait. Là, on va suivre une réplicante de combat. Bon, déjà, c'est une nana un peu tapée, moi j'aime bien. Qui, après avoir fait son service de maintien de l'ordre et de militaire, est devenue détective. Et comme dans Frankenstein, il y a une immense solitude, il y a l'impossibilité d'être réellement humain et en même temps avoir une conscience aiguë d'avoir une conscience, d'être artificiel certes, mais d'avoir une conscience des émotions, etc. Il y a deux choses qui caractérisent les techno-humains, c'est donc une mémoire artificielle dont ils peuvent jouer, c'est-à-dire s'injecter des faux souvenirs et vivre plusieurs vies en une, et le fait qu'ils ont une mort programmée. Ils savent qu'ils ont 25 ans d'espérance de vie, pas plus. Donc elle est hantée par un décompte permanent, et elle sait quand sera sa fin, quoi. Et c'est un livre très beau, très sensible. C'est un super chouette personnage féminin et en même temps badass. C'est sur un fond aussi de hausse d'animosité, puisque l'enquête dont elle va s'occuper, c'est des techno-humains qui partent en vrille en public, on ne sait pas pourquoi, il y a des explosions de violence, et sur fond de partis politiques qui incitent à la haine, qui incitent à justement comment on dit, enlever la citoyenneté, enfin renier la citoyenneté aux techno-humains parce que ce ne sont pas des humains. Voilà, ça peut faire penser à des choses d'aujourd'hui. Et le dernier, ça va se voir que c'est pas hyper en rapport avec le film, c'est Cookie Monster de Vernor Vinge. C'est le chouchou, c'est le dernier. Alors, il se pose pas forcément la question du cobaye ou de la recherche, mais de jusqu'où on peut mentir à un chercheur pour lui faire chercher un truc sur lequel il voudrait peut-être pas chercher.
Alors c'est hyper difficile d'en parler parce que ça fonctionne sur un twist et donc je vais rien vous dire, va falloir me faire confiance. Ça commence par le premier jour de boulot de Dixie Mae, une jeune fille qui est à son nouveau travail sur un plateau de service client de Lotsatec, géant des hautes technologies de la Silicon Valley. Et elle va recevoir un email de quelqu'un qui sait énormément de choses sur son passé le plus intime. Et à partir de là, elle va commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est un texte absolument vertigineux, mais malheureusement, je ne peux pas vous dire sur quoi. Donc c'est super, mystère. Bon, merci Anaïs, merci à nos 3 intervenants.